Chapitre 4. Tourisme au paradis terrestre. Le directeur de l'agence tourisme Grand Sud était assis derrière son bureau, à côté d'un immense globe terrestre coiffé d'un panama blanc qu'il avait posé sur le pôle Nord. Il s'appelait Hervé Bizien de la Longerie, et à 45 ans se trouvait à la tête d'une entreprise qui répandait, bon an mal an, plus de 7 millions de touristes sur le monde. Sur le mur, au-dessus de sa calvitie, qu'il frottait continuellement comme pour en faire jaillir une étincelle de génie, sa devise personnelle était gravée sur une médaille de cuivre qui le représentait de profil. If you can't lick them, join them. Depuis près de 2 ans, Bizien se consacrait surtout à Tahiti. L'homme des villes polluées rêvait de l'Éden et de l'innocence retrouvée. La Polynésie était à la veille d'un boom touristique prodigieux. Malheureusement, les séjours de plus de 5 jours, tout compris, au paradis terrestre, posaient aux agences de voyage de véritables casse-têtes. L'île ne tenait pas les promesses de son mythe dans le monde. Les Vainés faisaient de leur mieux, mais l'âge moyen de la majorité des visiteurs se situait autour de 65 ans. Et les heures enchanteresses sur le sable blanc au clair de lune, dont parlaient discrètement les dépliants, se heurtaient là à certaines limites. La concurrence de Hawaï devenait de plus en plus puissante et, depuis quelque temps, faisait peser sur Tahiti une menace nouvelle. Il était en effet question de créer là-bas un Disney World polynésien avec tout le passé de l'Océanie, ses tikis, ses temples, ses rites mystérieux, fidèlement reconstitués. Il y avait cependant une chose que Hawaï ne pouvait voler à Tahiti, le mythe de Gauguin et la publicité extraordinaire que celui-ci faisait gratuitement au paradis terrestre. Bizien misait à fond là-dessus. Il était en train de mettre au point une passion, inspirée par la vie de l'artiste à Tahiti, avec toutes les étapes du martyre du peintre, jusqu'à la mort du génie maudit, dans la solitude absolue de sa maison du jouir. Les épisodes les plus choquants allaient évidemment être mis, tels que les nuits de Gauguin avec les gamines endiablées qui envahissent mon lit. J'en avais hier soir 3 pour fonctionner. Ou celui des cartes postales obscènes, achetées à Port Saïd et épinglées au-dessus de son lit par l'homme dont le lycée Papette portait aujourd'hui le nom. Les sourcils froncés, le promoteur regardait les 2 hommes debout devant lui. Il ne pouvait y avoir 2 Gauguins dans l'île. Sa décision était prise, mais Verdouillet était un grand nerveux, il fallait le ménager. Le peintre n'avait ni le physique, ni le tempérament de l'emploi. Petit, chétif, rabougri, il ne ressemblait en rien au mythe, et par-dessus le marché croyait vraiment à son talent, ce qui le rendait difficile à manier, susceptible et peu sympathique aux touristes. Il y avait même dans sa peinture une trace d'originalité qui déroutait et inquiétait les visiteurs. Cela ne ressemblait à rien. Depuis 1 an, Verdouillet était une véritable épine irritative dans le flanc de cône. Il avait déjà assez d'ennuis avec Émile, le fils naturel de Gauguin. En dehors d'une ressemblance physique incontestable avec le mythe, celui-ci avait avec le fondateur une forte ressemblance morale et savait soutenir sa réputation. C'est ainsi qu'en octobre 1966, à l'âge de 65 ans, Émile Gauguin avait été surpris par 2 gendarmes en train de forniquer au clair de lune avec une vainée de 14 ans. Comble de consécration, une procédure légale avait été engagée contre lui par les tribunaux et les journaux du monde entier s'étaient fait l'écho de cet événement émouvant. Le directeur du Tourisme Grand Sud était enchanté. Les aspects les plus agissants du mythe tahitien se trouvaient tous réunis dans cette affaire. Un lien direct avec le passé légendaire, rendu ainsi plus proche et plus vivant, la plage sous les cocotiers au clair de lune et la vainée de 14 ans, toujours prête à vous offrir ses fruits, même si vous avez 65 piges bien sonnées, ce qui était justement l'âge moyen des passagers des bateaux de croisière. La copie du procès-verbal des gendarmes de Papette, donnant des détails croustillants de l'acte qu'Émile Gauguin faisait accomplir à la fillette lorsqu'il fut surpris, valait $5 000, prix offert, en vain, par un collectionneur de Chicago. Mais le document resta dans les archives. La police ne faisait pas commerce de ses charmes. Tout le monde encourageait Émile à faire de la peinture et on le voyait souvent dans les cafés du port en train de copier avec des crayons de couleur
les cartes postales qui reproduisaient les œuvres de son père, cependant que les laïcas allaient bon train autour de lui. Au début, Cohn avait songé à s'entendre avec lui. Il n'y avait rien eu à faire, et il dut se résigner à la coexistence pacifique. Mais avec Verdouillet, c'était autre chose. Il ne pouvait y avoir 3 Gauguins à Tahiti. Le directeur du tourisme les regardait pensivement, faisant tourner le globe terrestre autour de son axe. Verdouillet, chétif, rouquin et l'œil hargneux, se grattait les joues entamées par une barbe rougeâtre qui ressemblait à du phylloxéra. Il entra en éruption, instantanément. D'abord, c'était là avant lui. Ensuite, je fais authentique. J'ai la palette, la facture, la vision de Gauguin. Les touristes sentent ça, tout de suite. Je ne vois pas pourquoi je lui laisserai la place. Il fait peindre ses toiles par les Chinois, chez Paava. Mais lorsque je veux appeler mon atelier la Maison du Jouir, vous faites interdire ça par les autorités sous prétexte qu'elle se trouve avenue du Général de Gaulle. J'appelle ça de la persécution. Cohn s'approcha du bureau, ouvrit le 2e tiroir de droite, où Bizien gardait jalousement ses cigares, et prit un Havane. « Ne vous gênez pas, mon vieux, dit le directeur. Justement, ma femme est seule à la maison. Ne comptez pas sur moi, dit Cohn. Si vous croyez que je vais vous dépanner. Il coupa le cigare, l'alluma, exhala la fumée et pointa un doigt vers l'ennemi. Vous n'avez aucune espèce de talent, Verdouillet. Vous ne savez même pas vous composer une tête convaincante. Vous, Gauguin, laissez-moi rire. Vous avez l'air d'une punaise enrhumée. Verdouillet devint jaune, sa plus belle réussite de coloriste, incontestablement. Mes œuvres se vendent dans le monde entier. J'ai un contrat avec les Galeries Lafayette. Quant à vouloir appeler votre farée Maison du Jouir, il suffit de parler à n'importe quel vaïné que vous avez poursuivi de votre talent. Il paraît qu'il faut travailler sur vous 1 heure pour vous faire sortir de l'esquisse, et encore. Même avec le génie de la petite Unano, tout ce qu'on tire de vous, c'est certainement ce qu'on a vu de plus petit comme format depuis les miniatures chinoises. Allons, allons, dit Bizien, Verdouillet a le droit de peindre comme il peut. Le format n'a rien à voir là-dedans. Verdouillet était au bord des larmes, des calomnies. Vous n'avez aucune espèce de tempérament artistique. Quand je pense que ça se réclame de Gauguin. Bizien leva la main dans un geste apaisant. Permettez, monsieur Cohn, je vous signale que monsieur Verdouillet a un avantage sur vous. Il a un lien personnel avec notre grand homme. Verdouillet rougit de plaisir et se tut, modestement. Il est le petit-neveu du brigadier Claverie, qui était la bête noire du peintre et l'avait poussé au désespoir. Merde alors, je ne savais pas, dit Cohn, malgré tout impressionné. Verdouillet est une véritable relique, conclut Bizien. Verdouillet rayonnait de fierté. C'est mon grand-oncle maternel qui avait traîné Gauguin en justice, l'accusant d'attenter à la considération du corps de gendarmerie par ses insultes, ses grossièretés et ses provocations. J'ai des papiers qui le prouvent. Cohn était toujours ému lorsqu'il se trouvait en présence d'un lien vivant, encore chaud, avec un des grands cadavres de l'histoire. Si les arrière, etc., petits-enfants de Judas, pouvaient être identifiés, ils jouiraient d'un prestige considérable, et leur signature serait ardemment recherchée par les auteurs de tous les manifestes. S'ils s'appelaient, mettons, Gustave Iscariote ou Jean-Paul Iscariote, ils veilleraient jalousement à ce que le prénom de Judas fût inscrit en bonne place à la mairie. Jean-Paul Judas Iscariote, Gustave Judas Iscariote, afin que le patrimoine familial ne fût point perdu. On disait que Judas s'était suicidé. Cohn ne le croyait pas. Judas avait vécu très vieux, assez vieux peut-être pour finir ses jours entouré de l'amour et du respect des croyants, qui venaient s'agenouiller autour de ce dernier lien vivant avec la crucifixion. Il avait dû passer sa vie à montrer des certificats prouvant qu'il était bien Judas l'Iscariote, ce grand personnage historique à qui la chrétienté devait tant. Et il ennuyait tout le monde avec ses récits interminables de l'affaire, se targuant sans cesse de son intimité avec le célèbre Jésus de Nazareth. À la fin, il avait dû devenir insupportable, exigeant des honneurs, des égards, un respect universel, et des témoignages de gratitude, se mettant en colère lorsqu'on le plaçait au bout de la table. Il devait être impitoyable avec ceux qui n'étaient pas chrétiens et exigeaient des croisades pour les convertir.
Dans le livre de Péruchot, il y avait là-dessus des témoignages définitifs. Le persécuteur se réclamait de son lien avec le persécuté. Ayant pris sa retraite, dans la Haute-Saône, le gendarme Charpillier évoquait avec émotion le maître Paul Gauguin, cet homme extraordinaire, ce pauvre grand artiste qu'il avait eu le bonheur de rencontrer aux Marquises. C'était, disait-il, un homme comme je n'en avais pas encore soupçonné. C'était un voyant. Le gendarme Claverie, dit Péruchot, voue au peintre un culte encore plus fervent. Retiré dans les Hautes-Pyrénées, à Montgaillard, où il tenait un bureau de tabac, il montrait religieusement, raconte Bernard Villaret, une petite vitrine renfermant du bois sculpté par celui qui l'avait persécuté et qui était devenu son idole. Ce fut à ce moment que le Napoléon du tourisme eut un de ces éclairs de génie. Depuis quelque temps, il observait d'un œil expert le bonhomme rouquin, rabougri, à la barbiche jaunâtre, qui se tenait méfiant et inquiet devant lui. Je crois que j'ai trouvé. Verdouillet. Quoi encore? Vous ferez Van Gogh. Nom de Dieu, dit Cohn, simplement. Verdouillet se tenait ramassé sur lui-même, dans son fauteuil, les observant d'un œil méfiant. Déjà, c'était le personnage. Il se voyait entouré d'une conspiration. Vous avez tout à fait la gueule qu'il faut. Verdouillet commença à faire des difficultés. Tout le monde sait que Van Gogh n'a jamais mis les pieds à Tahiti. Bicien haussa les épaules. Et alors? Tout le monde sait aussi que Gauguin est mort. Il s'agit d'une reconstitution. Les rapports Van Gogh-Gauguin sont une partie importante du mythe. Et c'est un cliché qui traîne partout. Vous vous rendez compte de l'effet que ça fera aux touristes? Quand ils vous verront tous les deux vous engueuler à la terrasse du Varia. Des photos formidables. À Arles, il y a un café à l'oreille de Van Gogh, avec une grosse oreille, en néon. Verdouillet avait à présent des scrupules artistiques. Mais je peins comme Gauguin, je ne peins pas comme Van Gogh. Vous vous reconvertirez. Le malheureux ouvrit encore la bouche, mais Bizien balaya ses objections d'un geste large du bras. La question, Verdouillet, est de savoir, est-ce que vous sentez tenu d'une quelconque obligation morale envers la Polynésie? Ou non? Nous les avons coupés de leur passé. Il faut au moins leur donner quelque chose en échange. Il aspira la fumée de son cigare avec une profonde satisfaction. C'était à peine si Cohn put déceler dans ses yeux une petite lueur ironique. Bizien était un partenaire rêvé. Je ne vois toujours pas ce que Van Gogh vient foutre à Tahiti. Grommela Verdouillet. Ce type-là était un demeuré.